comme on va être très nombreux sur ce webinaire, ce qui est une très bonne nouvelle, on va vous demander à tous de couper, alors bien sûr, couper vos micros, ça facilitera le travail de nos intervenants, et puis également vos caméras pour gagner de la bande passante. Pour préciser aussi le déroulé, donc nous allons avoir un mot d'introduction des principales fédérations qui étaient partenaires sur ce guide, sachant que ce guide est un travail collectif et qu'au-delà des 3 fédérations partenaires, les autres fédérations de l'habillement ont également contribué, et bien sûr le défi qui nous a bien soutenus et contribué également. Et donc, les questions, on laisse un petit temps de questions-réponses. Si ça vous va, on le fera via le chat. Et Karine et moi, nous relayerons les questions qui seront posées. Karine, est-ce que tu veux dire un mot? Oh non, tu as tout dit, Adeline. Bonjour à tous, bienvenue. On est ravis de vous accueillir pour ce séminaire, enfin ce webinaire pour le lancement du guide éco-conception. On est très nombreux autour de l'écran, ce qui est une très bonne nouvelle, et on voit que c'est un sujet qui passionne les foules et je pense très d'actualité. Voilà, donc je pense que l'objectif, c'est vraiment d'avoir une présentation, et donc peut-être que Adeline, on lance, on va laisser les 3 présidents et administrateurs des différentes fédérations faire une petite introduction, et après on passe la main à l'équipe EcoF, qu'on remercie pour tout ce travail très riche. Vous allez le découvrir. Un grand merci effectivement à EcoF qui a travaillé jusque un peu tard hier soir. Je laisse la parole à Pierre-François pour vous accueillir. Bonjour, je suis Pierre-François Lelouet, je suis président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin qui est membre de l'Union de l'habillement. Et je voulais vous remercier toutes les deux, Adeline, Karine, parce que je sais que ce projet, vous l'avez porté, vous l'avez défendu. Cette conviction en faveur du développement durable au sein de la Fédération du prêt-à-porter féminin, elle n'est pas récente. Nos premières actions datent d'il y a 5 ans maintenant. Et elle s'inscrit dans un continuum à la fois d'outils qui sont proposés aux marques et bien sûr de workshops, de différentes actions d'information qui sont liées bien sûr au développement durable. Alors nous avons déjà, avec le soutien du défi, publié un guide sur les approvisionnements responsables qui avait connu un succès absolument considérable avec des milliers de téléchargements. Et c'est le deuxième opus que nous ouvrons aujourd'hui avec ce guide pratique sur l'éco-conception qui est un sujet absolument majeur. Le développement durable, c'est la priorité des professions aujourd'hui. D'autres le diront sans doute. C'est la priorité de l'État également. Vous qui représentez des marques de mode, je suis absolument enchanté que vous soyez extrêmement nombreux à suivre ce séminaire, parce que nous devrons faire face sans doute à de nouvelles contraintes législatives qui sont pour moi pas forcément des contraintes, mais plutôt une grande chance pour la mode de montrer qu'elle embrasse des sujets de société contemporains, qu'elle sait les utiliser, qu'elle sait les manier, qu'elle prend toute sa part. Ce guide vous aidera sans doute, encore une fois, il a été conçu dans cet état d'esprit à avoir des solutions extrêmement pratiques qui vous permettent de vous améliorer. Je voudrais encore une fois remercier toutes les fédérations qui ont participé, qui se sont joints à cette initiative menée par le féminin, le masculin, la maille, bien sûr. Remercier encore une fois, évidemment, Clarisse Rey et le défi qui a bien sûr soutenu ce sujet avec beaucoup de bienveillance. Je voudrais aussi parler de Refashion, qui a participé à tous nos groupes de travail avec des contributions extrêmement utiles. Et bien sûr, remercier toutes les entreprises qui ont participé au workshop, qui ont participé en témoignant également de leurs initiatives. Tout cela a beaucoup nourri ce guide. Merci à vous tous. Bonjour à tous, je suis Alain de Rodélec, président de Promincor, pour représenter la filière lingerie et les belles entreprises de lingerie françaises. Merci Pierre-François. Comment ne pas paraphraser tout ce que tu viens de dire et qui était essentiel, peut-être rappeler effectivement l'engagement du défi et des fédérations par rapport à cette démarche du RSE qui, effectivement, comme tu le disais, date déjà depuis plusieurs années et qui est essentielle pour
maintenir notre filière dans cette voie d'excellence qui a toujours été la nôtre depuis de nombreuses années. C'est l'occasion aussi de pouvoir lutter une fois de plus contre les stéréotypes qui disent voilà le textile, la mode, une des industries les plus polluantes au monde. On n'en a jamais fait la preuve. Et en tout cas, ce qu'on fait chaque jour avec cette démarche, c'est la preuve qu'au contraire, on est à la pointe en matière de RSE et de développement durable et d'éco-conception. Donc, ce guide sera encore une preuve de notre engagement et permettra à l'ensemble des entreprises de pouvoir mener cette exigence qu'ont les consommateurs, à la fois en tant que consommateurs de nos produits, mais aussi en tant que citoyens, pour sauver la planète et améliorer chaque jour un petit peu le type de consommation. Comme tu l'as souligné, des entreprises ont été aussi moteurs dans la réalisation de ce guide. Il y en a dans la lingerie. Je les salue ici, je pense qu'elles nous écoutent. Également remercier l'ensemble des participants qui j'en vois aujourd'hui sur mon écran 128 qui montrent leur intérêt pour cette démarche et qui contribuent chaque jour un peu plus à l'image de notre industrie et également à la qualité, à la notion de qualité de nos produits. Cette notion de qualité qui, pendant des années, a été le savoir-faire, les belles matières, s'enrichit aujourd'hui avec cette démarche. Et aujourd'hui, on parlera plus jamais de qualité sans ce côté consommation durable, pérennité et aussi implication sociétale. Donc, encore une fois, merci à tous. Merci à Clarisse du défi qui accompagne cet engagement au quotidien dans bien des domaines et en particulier dans celui-ci. Et je laisse la parole à Claire maintenant. Merci à toi, Alain. Bonjour à tous, je suis Claire Besançon, administrateur de la Fédération des industries du vêtement masculin et également en charge au niveau de l'UFIM des actions d'innovation et de RSE. Je suis particulièrement heureuse et fière de participer au lancement de ce nouveau guide de responsabilité sociétale des entreprises consacré à l'éco-conception à destination de toutes les entreprises de l'habillement. Il a été mis au point avec enthousiasme par toutes nos fédérations, avec l'aide de Refashion et de nombreuses entreprises, grâce au soutien financier et à l'exigence intellectuelle du défi et la maîtrise de l'agence EcoF Lab qui va vous le présenter. Ce guide est une mine d'informations sur ce domaine désormais central de la responsabilité sociétale des entreprises. Son parti pris didactique et extrêmement pratique, je m'insiste vraiment là-dessus, avec notamment les super outils que sont les checklists, va permettre à chaque marque de progresser sur le chemin de l'éco-responsabilité, quel que soit son niveau. Claire, votre micro est coupé. Claire, votre micro est coupé. Excusez-moi, je me suis trompée. D'accord, merci. Alors, je vais faire l'inverse. Voilà. Bon, bonjour à tous. Je suis particulièrement heureuse et fière de participer au lancement de ce nouveau guide sur l'éco-conception à l'attention de toutes les marques d'habillement. Mis au point avec enthousiasme par toutes nos fédérations et toutes nos entreprises, avec l'appui financier et l'exigence intellectuelle du défi, grâce à l'expertise de l'agence EcoF qui va vous le présenter, ce guide est une mine d'informations sur ce domaine désormais central de la responsabilité sociétale des entreprises. Son parti pris didactique et extrêmement pratique, j'insiste vraiment là-dessus, avec notamment les super outils que sont les checklists, va permettre à chaque marque de progresser sur le chemin de l'éco-responsabilité, quel que soit son niveau d'imprégnation actuel sur ce sujet et quel que soit l'angle d'éco-conception qu'elle choisira.
À titre d'exemple, et je prends une orientation un peu singulière, la Fédération du vêtement masculin représente à la fois des marques classiques de mode masculine, mais également toutes les marques de vêtements professionnels. Ces marques de vêtements professionnels ont déjà été fortement incitées depuis des années à travailler sur la qualité de leurs approvisionnements, la durabilité de leurs produits, par l'évolution souhaitée sur les marchés publics. Notamment depuis le mois de mars, toutes doivent inclure 20% de vêtements de matières recyclées dans l'ensemble des productions de vêtements qui sont destinées aux administrations publiques. Comme toutes les marques, comme tous les créateurs, elles aussi découvriront grâce à ce guide de nouvelles pistes de remise en question et de progrès dans la gestion de leurs contraintes propres et très nombreuses en matière de durabilité, traçabilité, recyclage et bien sûr bien-être des porteurs de vêtements et des porteurs d'uniformes. Enfin, alors que se discute au Parlement la loi climat, nous sommes certains que ce guide servira à préparer chaque entreprise au changement de réglementation qui nous arrive dans une dynamique positive et non punitive, mobilisatrice de tout le personnel de l'entreprise. Je souhaite vivement que chacun prenne le temps de lire et encore plus de partager les richesses de ce guide pour accélérer la transformation vertueuse de notre filière d'excellence mondiale et ce dans l'intérêt de tous. Bonne découverte et merci à tous ceux qui ont contribué à ce magnifique guide. Merci. Merci. On va prendre donc la suite pour vous présenter effectivement le guide d'éco-conception. Donc, je travaille depuis 25 ans dans le domaine de l'éco-conception et j'ai donc travaillé avec Marielle Allemand et Marina Coutlan qui vont également animer deux parties de ce guide puisqu'il va être divisé en 3 chapitres. Donc, on a résumé les choses très brièvement en marques, méthodes et matières. Effectivement, c'est un guide de 74 pages, donc il y a beaucoup de contenu. On se propose ce matin de passer ensemble à une toute petite lecture guidée sur quelques pages du guide et effectivement d'échanger avec vous après pour que vous ayez également du feedback. Sachant, je ne dévoile pas les 3 prochaines bulles de la présentation, qu'il y aura évidemment le guide en téléchargement dans quelques minutes, qu'il y aura des suites également dès septembre à l'animation de ce guide, et que moi aussi je remercierai bien évidemment chaleureusement à la fin toutes les fédérations et toutes les entreprises et le défi également qui nous a bien aidés pour travailler depuis 6 mois à de nombreux ateliers, webinars, échanges et validations avec à peu près une 50aine de personnes. Voilà. Donc, je laisse tout de suite la parole à Marielle Allemand qui va effectivement introduire cette partie-là. On a souhaité, ça peut surprendre, démarrer par la question de la marque et de la RSE en global, voilà, avec effectivement également des parties de méthode et de checklist qui vont être utiles pour positionner votre entreprise. Donc, Marielle, je te laisse la parole. Merci Philippe. Effectivement, ça peut être un parti pris étonnant de commencer un guide sur l'éco-conception par une perspective de marque. Et pourtant, quand on regarde la définition de l'éco-conception, qui est l'intégration systématique des aspects environnementaux dans la conception des produits et des services, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment les produits, vraiment pour la réduction des impacts environnementaux et tout au long du cycle de vie, avec une idée de service rendu équivalent ou supérieur. Quand on regarde cette définition, elle nous amène directement sur le produit. Et nous, ce qui nous semblait important, c'était de remettre en perspective cette idée de travail sur les produits dans une transformation globale. En fait, pour nous, l'éco-conception, elle est complètement stratégique puisqu'elle s'intègre dans la réflexion sur le devenir d'une société et sa finalité. On sait qu'on est dans une période de mutation intense, avec une transformation profonde des entreprises qui est demandée aujourd'hui. Et l'éco-conception, pour nous, c'est un outil d'une stratégie plus globale de transformation. Donc, c'est pour cela qu'on avait voulu remettre dans un contexte plus global, vous parler de la marque, de la stratégie et de la création. Dans cette première partie, je vais vous la faire de façon plus synthétique aujourd'hui, mais vous trouverez en quoi l'implication et la conviction sincère des dirigeants est un élément essentiel pour la réussite de ces transformations. On va insister sur la force des valeurs, on va voir en quoi
c'est forcément une question de créativité, l'éco-conception, et qu'au-delà de la contrainte, ça peut vraiment devenir une méthode qui va donner un espace de liberté pour créer durablement, responsablement. Donc, on verra aussi que bien appliqué, l'éco-conception devient un moteur d'innovation très puissant et qu'il peut même amener vers la réinvention de nouveaux modèles d'affaires. Sans oublier, bien évidemment, le point de vue de notre consommateur qui, à ce jour, ne connaît pas encore très bien ce qu'est l'éco-conception. Il connaît à peine déjà les durables et il monte en connaissance tous les jours. Et je terminerai sur une idée de marketing responsable, puisque le point aussi important, c'est non seulement de faire, mais de faire savoir justement ses engagements et à quel point on est en train de transformer ses pratiques. Donc, par rapport aux valeurs, ça peut sembler toujours un exercice un petit peu scolaire de faire l'exercice de définir vision, mission, valeur. Et pourtant, on sait qu'on est dans une ère de marketing aujourd'hui qui demande du sens. Les consommateurs ont envie de savoir votre raison d'être et ont envie de connaître votre finalité, en fait. Il est nécessaire de se poser la question du pourquoi éco-concevoir avant même d'éco-concevoir. Et vraiment, ces outils-là, on parle beaucoup de raison d'être, bien sûr, avec la loi Pacte, mais les outils traditionnels de marketing stratégique, de définir une vision qui est vraiment le pourquoi, l'ambition, l'idéal que l'on positionne dans la société avec son entreprise. La mission va définir le comment, et là, on va parler justement des outils ou de la méthode que sont l'éco-conception et de comment on matérialise en fait concrètement sa vision à travers son métier et ses offres. Et puis, un élément qui me semble vraiment essentiel, c'est les valeurs qui sont des notions phares, qui peuvent être des réflexions qui semblent un peu éloignées de notre business parce que peut-être un peu philosophiques. Et pourtant, ce sont elles qui vont vous donner la sincérité, qui vont en fait faire aussi que cet engagement va être partagé. Si on co-construit sa vision et ses valeurs avec ses équipes, on a toutes les chances d'avoir une implication très sincère et très ressentie au final. Donc, le manifeste, c'est aussi un exercice que l'on peut voir sur beaucoup de marques qui s'engagent, qui va être une façon de communiquer ses engagements de façon synthétique, de façon aussi peut-être plus communicante, avec une tonalité, avec des mots choisis. Et ça, c'est très important, comme je vous le disais, pour le faire savoir. Donc, un petit warning avec cette idée parfois on confond les valeurs de l'ADN de marque et du style de mode avec les valeurs essentielles de l'entreprise et de la marque. Ça, c'est vraiment important de bien faire le distinguo. Donc, c'est vraiment une idée de co-construction aussi qui va être intéressante, que ce ne soit pas des partis pris décidés juste par le top management. Son implication, on le verra, est essentielle, mais vraiment, l'idée de partager cette vision est aussi essentielle pour faire avancer son entreprise. Et bien sûr, quand on parle d'éco-conception, dans la mode, qui est une industrie créative où le style définit vraiment le positionnement des entreprises, c'est vraiment la clé de voûte, en fait, c'est la création qui va être un vecteur de réponse privilégié. Je vous disais en introduction, en fait, l'éco-conception peut devenir un espace de créativité, de liberté. C'est une méthode qui va vous aider à vous trouver votre façon de vous engager, de faire des produits responsables. Il est bien sûr hors de question que le secteur s'uniformise parce qu'on aura cette préoccupation d'éco-conception. Bien sûr, chacun va partir aussi de là où il est. Et il est évident que c'est plus facile pour des entreprises qui sont nées avec des valeurs de durabilité d'être plus engagées que des entreprises qui sont encore en transformation. On vous a proposé cette outil d'éco-conception. La roue de l'éco-conception sera développée par Philippe en deuxième partie. Ici, c'est une roue des stratégies, en fait, pour vous aider à vous situer, pour voir si vous êtes, alors bien sûr, ça n'est pas notre préconisation, à la stratégie zéro, business as usual. Pour nous, c'est quelque chose qui est complètement dangereux et on l'a bien vu en introduction, bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut quitter. La stratégie 1, la stratégie des petits pas, c'est celle qui va vous permettre… Oui, pardon
Oui, j'entends. Il y a peut-être. Je vais repréciser, je vais demander à tout le monde de couper son micro, s'il vous plaît, coupez vos caméras. Merci beaucoup. Merci infiniment, Adeline. Donc, la stratégie des petits pas, la preuve par l'exemple, en fait, c'est une notion de progressivité dans les stratégies pour mettre en exergue là où vous en êtes. Et en fait, on a évalué sur chacun de ces étapes. La stratégie des petits pas, par exemple, on n'est vraiment dans aucun changement par rapport au mix marketing et finalement, c'est l'équipe du style qui va substituer des matières, des traitements, des procédés, qui va commencer à questionner les pratiques. Par contre, on est dans une amorce et on est vraiment sur un début de réflexion où on ne touche que 1 à 2% de l'offre. La stratégie de la preuve par l'exemple, on va déjà se donner des ambitions un peu plus fortes, de 5 à 20% de l'offre, en ayant vraiment une petite proportion, peut-être une capsule, peut-être une mini-collection qui va être développée avec ses préoccupations, avec les choix les mieux disants du marché. Le nouveau départ, c'est quand on est dans un engagement qui dépasse justement les 20% de l'offre, avec des perspectives de progrès continu claires, étudiées, affichées. C'est quasiment un repositionnement et on s'engage dans une stratégie RSE solide avec un processus de transformation affiché. Donc là, l'équipe de style est beaucoup plus impliquée pour intégrer de nouveaux critères dans l'ensemble de ses prises de décision. Et donc, bien sûr, tout au long du cycle de vie du produit. Ce qu'on appelle la métamorphose, la stratégie 4, c'est quand on dépasse les 50% de l'offre, parce que là, on est vraiment dans un engagement RSE global de l'entreprise, et ça peut aller jusqu'à revisiter son modèle d'affaires, mais déjà de transformer les pratiques et donc de transformer toutes les actions du département style et de la création. Il s'agit par exemple de la seconde main, de l'upcycling, d'intégrer toutes ces nouvelles pratiques de façon plus importante dans la création. La stratégie numéro 5, et là on est, rappelez-vous, dans les marques éco-natives, c'est vraiment l'idée du cheval de Troie, c'est-à-dire je m'intègre dans le système conventionnel de la mode, mais par contre, j'ai un système global où tous mes produits offrent un avantage durable. Et donc, ça peut être une stratégie pour montrer qu'on est dans un système qu'on peut faire changer de l'intérieur. Après, on a bien sûr de plus en plus aujourd'hui des lancements très intéressants de marques quasiment activistes qui ont toute une offre responsable puisque toute la société est pensée pour aller dans ces évolutions-là. Et la marque rupturiste, c'est celle qui va être vraiment en innovation précurseur. C'est vraiment là l'innovation matière, c'est aller sur de la rupture qui vont complètement bouger les lignes du secteur et changer la façon même de concevoir une marque et des produits. Donc là, c'est bien sûr le côté atypique, mais chacun démarre là où il est. Et c'est bien sûr un principe clé de la durabilité que d'être dans une démarche de progrès continu. Donc, c'était surtout pour vous dire qu'il y a un cheminement à clarifier en interne, en externe aussi, et que bien sûr, la création en mode est complètement stratégique. Donc, il y a toujours ce lien entre le positionnement RSE de la marque et comment ça va se répercuter sur la création. Ce qui est très important aussi, ça va être de regarder comment réagit notre consommateur. Alors, aujourd'hui, il ne connaît pas très bien l'éco-conception et pour cause, il n'y a pas de labellisation, il n'y a pas de certification, pas de définition officielle de ce qu'est un produit éco-conçu. Donc là, ça va être encore un effort de communication, de transparence, de raconter comment et pourquoi vous proposez des produits éco-conçus. On a un consommateur qui monte énormément en connaissance sur le sujet de la durabilité, avec cette notion d'obsolescence amplifiée de la mode qui a été largement véhiculée par les médias. On sait aujourd'hui qu'on a la plupart des vêtements qui sont jetés après 7 à 10 utilisations. La fast fashion est de plus en plus largement décriée. Donc en fait, c'est à vous d'offrir la possibilité de faire un choix éclairé à vos consommateurs, en leur donnant l'information et en leur donnant la bonne conscience de ne plus avoir à choisir entre style et conscience.
Et en fait, c'est aussi quelque chose de très bénéfique, même si ce n'est pas un bénéfice immédiat. Cet engagement va de plus en plus, et c'est déjà le cas pour 65% des Français, devenir un critère de préférence à l'achat. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, comme je vous le disais, ils ont monté en connaissance des sujets. Il y a peut-être du déclaratif dans ces études-là, mais c'est quand même un reflet des ressentis de nos consommateurs. Bien sûr, c'est à sonder encore plus finement par rapport à vos cibles spécifiques, mais en tout cas, c'est un avantage, alors qu'aujourd'hui, on attend des marques qu'elles soient engagées dans la société, comme cela a été souligné en introduction. Donc, la durabilité, elle englobe l'environnemental, le social, et vous allez dire le social, peut-être c'est plus éloigné de l'éco-conception, mais c'est important d'avoir cette vision élargie et cette idée de transition vers une égalité en fait entre le combat environnemental et social. C'est-à-dire qu'on voit aussi dans les études aujourd'hui que ce sont des critères, la fabrication respectueuse de l'environnement et la fabrication dans des conditions décentes de travail, les deux critères sont regardés au même niveau. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, on rentre dans une ère où les consommateurs regardent énormément les pratiques des marques, ce qu'il y a derrière, pas seulement sur la devanture du produit. Et donc, on voit que cette implication, elle peut être très bénéfique pour apporter du sens. Et l'éco-conception, justement, va vous permettre de justifier avec des éléments très concrets. Concilier digital et durabilité, c'est aussi un point plus émergent, un sujet plus émergent, mais on peut très bien aussi éco-concevoir ces stratégies digitales. C'est un sujet montant aujourd'hui puisqu'il y a vraiment une émergence de business sur ces sujets-là. Donc, il y a vraiment des nouveaux points de vigilance à avoir pour aller jusqu'au bout de la démarche. C'est-à-dire que proposer un très beau produit éco-conçu, mais avec des pratiques digitales inconsidérées, ça peut vous être reproché. Donc là, on va aussi faire attention à de nouveaux points de vigilance. Je voulais aussi vous parler de marketing responsable parce que je pense qu'on vit une vraie transformation de tous les métiers de la création, on en a parlé, mais aussi les métiers de la communication et du marketing. Et c'est là où il y a vraiment une phase passionnante en face de nous. Cette nouvelle transparence qui est demandée par les consommateurs, elle peut sembler difficile à appréhender et pourtant, elle va renouer un contact plus direct, plus authentique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on parle de RSE, de développement durable, c'est juste en France, mais 51% des consommateurs qui ne font pas confiance aux marques affichant des engagements. Il y a un effet quasiment de défiance avec la crainte du greenwashing. Donc, il va être super important de clarifier votre démarche, de clarifier en quoi vous proposez des produits éco-conçus avec des éléments concrets, mesurables, vérifiables aussi, de donner des garanties pour pouvoir rentrer dans cette nouvelle conversation avec vos consommateurs. Et finalement, cette authenticité-là, je pense qu'elle fait du bien à tout le monde. Les marques qui ont un parler vrai et qui ont un engagement très sincère, elles se ressentent tout de suite. Et s'il y a peu de théorisation sur le marketing responsable, je vous ai fait un rappel de John Grant qui, avec ses 5 I, sont un moyen mnémotechnique assez intéressant. Pour lui, le marketing vert, ça doit être intuitif, c'est-à-dire que les offres et les alternatives accessibles, elles doivent être accessibles et évidentes. Donc, il y a vraiment cette question d'accès aux produits responsables facilité. Ça doit être intégré, d'allier vraiment le style de vie actuel, donc toutes les évolutions technologiques, les évolutions sociales, et on ne doit rien concéder à la modernité. Ce doit être innovant pour créer de nouvelles attentes, mais pas qui soient utiles. Incitatif, c'est un choix de conviction, c'est-à-dire que à aucun moment, notre consommateur n'a à faire de sacrifice pour consommer un produit plus responsable, et informé. Donc ça, on en a parlé, vraiment de donner l'information pour faire un choix éclairé, puisqu'on sait que le manque de connaissances est le premier facteur de mauvaises habitudes. Donc ça, ce sont des éléments qui vont vous permettre d'être dans cette sincérité et de ne pas être accusé de greenwashing. Je sais que c'est une crainte
pour beaucoup, quand on commence à s'engager et qu'on n'est pas parfait à 100%, en fait, ça va être des éléments qui vont vous permettre de nouer le dialogue, même si on n'est pas à 100% responsable. Voilà pour cette première partie et je laisse la parole donc à Philippe. Merci beaucoup Marielle pour cette introduction au concept de la marque responsable, qui est d'ailleurs le sous-titre de notre guide d'éco-conception. C'est bien un guide d'éco-conception pour marque responsable. On va regarder désormais effectivement quelle est la méthode qu'on a retenue pour éco-concevoir. Donc là, sans trop de surprise, on va partir d'abord sur la définition. On va effectivement regarder, notamment dans les textes qui ont déjà été publiés dans le domaine. Et alors, on parle beaucoup d'ISO 26000 dans la RSE. C'était le cadre en partie de ce que vous a présenté Marielle. Nous, on a effectivement une norme dans l'éco-conception qui est l'ISO 14006, qui est la petite sœur de l'ISO 14001 dans le management environnemental. Et du coup, on est passé en fait à une autre étape dans l'éco-conception. On a beaucoup parlé de démarche d'éco-conception. En fait, on aboutit à la méthode et on va justement travailler sur les outils également après. Donc, c'est une approche donc, méthodique qui prend en considération les aspects environnementaux dans le processus de conception et de développement des produits, dans le but de réduire les impacts environnementaux négatifs tout au long du cycle de vie, donc à nouveau d'un produit ou d'un service. Donc, cette notion-là, elle implique forcément, quand on l'entend, également la recherche du meilleur compromis possible. Et on va travailler pas uniquement en laboratoire, si je puis dire, en vase clos dans le domaine de l'entreprise, mais on va également s'ouvrir aux parties prenantes, parce que cette définition de l'éco-conception, elle implique déjà de sortir des frontières de l'entreprise, de sortir de son champ traditionnel d'intervention et de compétences, de regarder vraiment à 360 degrés les éléments qui interagissent avec l'environnement et du coup également de retenir la demande des parties prenantes pour définir son plan d'action. Donc on va le voir effectivement dans le slide suivant. Alors, la méthode, effectivement, quelles sont les étapes, les principes de cette méthode d'éco-conception? Vous l'avez compris, on va prendre en compte toutes les étapes du cycle de vie, on va les visualiser de façon beaucoup plus simple dans un instant. On va également prendre en compte les aspects environnementaux. Là, j'y reviendrai rapidement. On nous demande, à l'image à nouveau de l'ISO 14001, de tenir compte des aspects environnementaux significatifs. Alors, pour rechercher cette significativité, effectivement, il faut travailler de façon très large. Il n'y a pas aujourd'hui un outil unique qui permettrait d'obtenir tous ces aspects environnementaux. On est bien obligé, effectivement, d'élargir le champ de la vision de l'entreprise. Donc, cohérence globale, des objectifs d'éco-conception. Donc, il y a des choix, effectivement, qui sont à faire. On peut rester un instant sur le slide. Il y a la recherche des meilleurs compromis également qui est à identifier. Il y a un point important qui est assez nouveau dans le champ de l'éco-conception, c'est identifier le bénéfice net pour les parties prenantes de la démarche. C'est-à-dire qu'effectivement, une démarche d'éco-conception appliquée avec une méthode et des outils, j'y reviendrai plus tard, elle vise à obtenir un bénéfice. Et ce bénéfice net pour les parties prenantes, il est effectivement aujourd'hui encore à calculer. Donc, il y a bien un bilan des avantages et inconvénients. Il n'y a pas de solution, je dirais, miracle, tout comme il n'y a pas d'outil unique. Et on est bien dans un processus d'amélioration continue avec une politique d'éco-conception à écrire, des procédures, des programmes, une feuille de route. On va vous proposer effectivement quelques outils simplifiés pour permettre effectivement à la marque, à la collection et à une approche produit d'être travaillé sous l'angle de l'éco-conception. Ça implique aussi d'ailleurs, dernier petit point, une revue régulière par les parties prenantes. Alors en résumé, dans la vue suivante, on va avoir des mots-clés en fait sur ces 5 éléments. Vous voyez, ce n'est pas si compliqué que ça, hein. Il faut connaître, évidemment, extraire, définir, choisir et suivre. Alors la partie extraire, c'est peut-être celle-là où on a effectivement un peu de travail, évidemment, puisqu'il faut amener beaucoup plus de connaissances dans le processus de l'entreprise, avec beaucoup d'éléments qu'on peut effectivement collecter, notamment scientifiques, sur les impacts. Donc ça, c'est un point important pour effectivement savoir ce qui est vraiment éco-conçu quand on parle d'éco-conception.
Donc voilà, donc, premier élément, en tout cas même en amont, c'est l'analyse de la chaîne de la valeur. Hein. Donc effectivement, la traçabilité, les techniques d'élicitation pour identifier ces référentiels, ces éléments qui sont importants. Il y a des labels qui peuvent donner des clés d'éco-conception sur un processus industriel. Des objectifs environnementaux, à nouveau, là on est sur la participation, donc réunion de parties prenantes. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait, je vais vous présenter juste après la méthode qu'on a retenue pour la conception de la roue d'éco-conception qu'on va vous présenter juste après. Effectivement, la participation des parties prenantes, quelle que soit la démarche scientifique et les données, il y a des choix évidemment qui doivent être faits. Marielle vous a parlé du style. Il y a également ce qui est faisable aujourd'hui, ce qui est économiquement rationnel, qui correspond à l'ADN de la marque et ce fameux bénéfice net à atteindre pour les parties prenantes qui est vraiment le cœur de la démarche. La créativité, on oublie souvent cet aspect d'ailleurs dans la partie éco-conception. Il y a effectivement du brainstorming, de l'analyse fonctionnelle, de l'analyse de la valeur, du design thinking, pourquoi pas. Et également, donc, comme je l'ai dit précédemment, une revue régulière, c'est un processus, ce n'est pas du one-shot, on ne fait pas juste une collection éco-conçue et 6 mois après, on oublie parce que le style a changé. On inscrit effectivement ça dans l'ADN de la marque et après, on a tout un programme à mettre en place. Voilà, une politique d'éco-conception avec des procédures et des process à écrire et on va vous donner les clés simplifiées de ce process. Voilà, donc dans un autre texte normatif qui est en train d'être mis à jour au niveau de l'AFNOR, et je suis dans le comité d'experts qui est en train d'être consulté pour mettre à jour justement ce document normatif, simplement, il y avait un petit classement, un petit mapping que j'ai trouvé assez intéressant sur les outils d'éco-conception. Il y a 2 niveaux voilà, qu'il faut identifier. Est-ce que vous partez uniquement dans l'évaluation ou est-ce que vous partez uniquement dans l'accompagnement? J'ai cité le design thinking, la créativité et l'innovation. Évidemment, le secteur de la mode, c'est bien un secteur où on est très fort sur cette partie. Effectivement, c'est même le cœur du business. On va voir qu'il y a des guides également qui sont publiés. D'ailleurs, dans quelques minutes, celui-ci sera téléchargeable. Il y a déjà eu d'autres guides de beaucoup de fédérations qui sont en ligne aussi déjà. Des normes. Et là, on sait que le textile travaille dans le champ normatif à nouveau sur les questions de qualité des produits. Les lignes directrices, effectivement, on va les voir dans la checklist. Donc, c'est complètement corrélé, ces 2 outils. Et on vous donnera également un aperçu d'une démarche d'évaluation simplifiée qui s'appelle, c'est un acronyme très très lourd, le SQCV, mais on va présenter cette approche. Voilà, donc nous, on n'a pas travaillé spécifiquement dans le domaine de l'analyse de cycle de vie, qui est un autre outil qui est utilisé. On a souhaité, avec l'outil, alors on espère que c'est le mélange parfait entre évaluation et accompagnement, cette roue d'éco-conception, qui irradie finalement, qui se nourrit de ces premières approches, je dirais, lignes directrices, checklist et évaluation simplifiée. Voilà. Donc, il y a d'autres éléments beaucoup plus quantifiés qui existent, mais ils posent, j'allais dire, beaucoup de questions aussi par rapport au niveau de performance de leurs propres indicateurs et au taux de couverture des enjeux environnementaux. Donc, nous, on préconise dans un premier temps, déjà d'avoir une vision globale et holistique de l'approche et après de faire des coups de sonde au besoin avec des indicateurs. C'est ce qu'on verra d'ailleurs dans la toute dernière partie. Donc, on va regarder cette fameuse roue de l'éco-conception. Et je vais vous parler du process qu'on a suivi. Merci. Voilà, donc au départ, et on ne va pas zoomer, hein, ça serait long, au départ de ce processus, on a justement adopté une technique d'élicitation. On a identifié dans à peu près une dizaine de guides déjà publiés dans le secteur, dans le domaine de l'éco-conception, les éléments clés qui ont été identifiés. On a utilisé un outil méthodologique qui est la roue de Brezet, qui a été publiée au niveau des Nations Unies en 1997, qui est construit en 8 chapitres. Alors vous voyez, hein, c'est peut-être loin, mais on verra après beaucoup mieux, hein, concept, matière, poids, volume, production, distribution, usage, cycle de vie complet et fin de vie. Et on a placé en fait sur un mapping tous les critères qu'on a identifiés dans cette dizaine de guides.
Et on a travaillé avec donc 14 marques à la sélection de ces critères qui vont être donc identifiés, ce qui nous a donné le deuxième axe de la roue, on va le voir juste après. Voilà, ce qui nous a donné en fait de ces 8 domaines d'entrée 28 sujets en fait. Donc ces 28 sujets où l'éco-conception apporte un bénéfice net aux parties prenantes. Et ces 28 sujets qui vont donner lieu à 40 questions dans la checklist. Donc là, on reprend effectivement concept, matière, poids, volume, production, distribution, usage, cycle de vie optimisé et fin de vie. Et on va traiter effectivement dans chaque partie d'éléments, de questions, et on va vous donner effectivement des lignes directrices. Je vous donne juste un petit aperçu parce que vous allez découvrir à nouveau dans quelques minutes dans le téléchargement toute la checklist. Ça serait très long de passer les 40 questions en revue. Donc un petit exemple qui fait le lien entre ce que vous a présenté Marielle et ce que va vous présenter Marina finalement, hein, puisqu'on démarre, c'est assez logique, par stratégie, management, design et style. Et on va après zoomer sur la partie matière première, cahier des charges, origine type notamment. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a souhaité faire? Donner, illustrer cette ligne directrice à nouveau issue d'un benchmark d'une dizaine d'autres guides d'éco-conception et validé par 14 marques. Donc on a souhaité effectivement identifier quelle est la direction qui doit effectivement faire ce travail, quelles sont les questions types et questions clés qui sont liées à cette ligne directrice. Et après également, comment faire? Donc on renvoie évidemment sur des actions au sein de l'entreprise. Donc à nouveau, on ne va pas rentrer à ce stade dans tout le détail des 40 questions, mais voilà, on a en tout cas identifié dans cette checklist vraiment des éléments opérationnels pour les entreprises. Autre partie, les indicateurs, c'est souvent un sujet sur lequel on démarre une démarche d'éco-conception alors qu'on n'a pas travaillé en amont tout le processus. Donc oui, il y a des indicateurs effectivement à remonter, mais ce n'est pas uniquement des indicateurs d'impact, hein. J'aimerais quand même ici donner un peu plus de champ à d'autres dimensions plus qualitatives qui sont tout ainsi quantifiables. Tout simplement des indicateurs de conception. La masse totale du produit, c'est déjà un indicateur de conception tout à fait intéressant. Il faut le mettre en parallèle avec la fonctionnalité du produit, sa durée de vie, comme Marielle l'a souligné, bien évidemment. Et on verra qu'on a une partie qui peut être tout à fait intéressante dans l'éco-efficience, mais il ne faut pas perdre de vue les indicateurs déjà de base que vous avez, vous, au sein de chaque entreprise. Il y a déjà quasiment un tiers des indicateurs, ou plus, qui existent dans votre entreprise. Donc, il s'agit simplement de les remonter et de les utiliser dans une démarche d'éco-conception. Ça peut se faire à coût zéro aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'avoir des outils méthodologiques hyper perfectionnés. Après, sur les indicateurs de flux, c'est plus compliqué. Il faut évidemment remonter à nouveau à l'unité fonctionnelle ces indicateurs de consommation d'énergie, d'eau, etc., de production de déchets. Et les fameux indicateurs d'impact, changement climatique, eutrophisation et autres, effectivement, ce sont des indicateurs qui sont plutôt calculés avec des outils de type analyse de cycle de vie. Ça questionne les bases de données. Donc, effectivement, quand on regarde globalement la dimension, on va avoir également des questions sur ces fameuses bases de données, puisqu'il faut qu'il y ait une connexion entre votre produit et la base de données si vous partez sur ce type d'indicateur. Alors, les indicateurs aussi, on est forcément dans la partie hotspot. Donc aujourd'hui, on regarde globalement à quoi contribue le secteur en problématique. On s'aperçoit effectivement, ça a été souligné dans l'introduction, qu'on dit souvent que c'est le premier ou deuxième secteur le plus impactant. Je crois que c'est le deuxième, voilà ce qui ressort souvent. Alors, en gaz à effet de serre, ce n'est pas du tout le cas, puisqu'on est à 2% de gaz à effet de serre pour le secteur de l'habillement au niveau mondial. Il y a d'autres thématiques, par contre, sur lesquelles il faudra se pencher, bien évidemment, si on veut éco-concevoir un produit, hein, c'est notamment les microplastiques primaires dans les océans. Ça peut être aussi la pollution de l'eau, teinture, traitement, et ça peut être, entre autres, les achats d'emballage. Tout le reste est à peu près en dessous de 10%, ce qui ne veut pas du tout dire qu'il ne faut pas travailler, évidemment, sur les pesticides, notamment liés aux produits agricoles.
ou sur les substances à risque pour la santé. Il y en a effectivement à peu près des centaines aujourd'hui qui posent question. C'est des thématiques également d'intérêt qu'il faudra intégrer dans l'approche d'éco-conception. Voilà, donc sur les indicateurs, vous avez compris, on a une approche graduée. C'est-à-dire que nous, on recommande vraiment, comme l'a souligné Marielle, de travailler sur la valeur et la fonction. Donc la valeur, ça se matérialise évidemment au niveau des valeurs des marques, mais on parle nous aussi de valeur du produit. Ça peut être la fonctionnalité effectivement du produit en tant que tel, divisé par les impacts environnementaux ou par des données environnementales qu'on peut effectivement remonter. Donc on a proposé 3 types d'outils simplifiés dans le guide. On va voir rapidement. Alors, un outil par produit, donc c'est la même checklist que vous avez vue, mais on a souhaité, pour être cohérent entre cet aspect très large des 8 domaines et puis la partie indicateur, remonter des indicateurs aujourd'hui faciles à calculer par l'entreprise, à nouveau sans coût additionnel. Donc là, on est parti sur des quantités de pièces, sur des pourcentages de matières labellisées, sur le poids total des éléments, des audits RSE sur la chaîne de valeur, parce qu'on a souhaité garder cette partie-là, évidemment, parce que dans la RSE, il y a aussi la partie environnementale sur la production, ça nous semble intéressant d'avoir un auditeur. Des kilomètres sur l'ensemble des éléments, ne réfléchir qu'en kilomètres parcourus, c'est pas très intéressant en tant que tel, hein, il faut effectivement remettre le poids en avant. La quantité donc, de microfibres qui serait relarguée, la durabilité, la seconde vie, et le pourcentage de recyclabilité. Donc, on a donné quelques exemples effectivement de calculs simplifiés. Donc, c'est cette fameuse ESQCV, donc qui est la version simplifiée de la CV qui intègre aussi des hotspots qu'on peut effectivement aujourd'hui appliquer dans l'entreprise et charge évidemment quand on analyse un produit. Là, on a pris un produit classique, de retrouver effectivement des recommandations d'amélioration après qu'on peut identifier rapidement. Donc c'est une analyse qui peut se faire en à peu près un quart d'heure par produit. Voilà. Donc l'autre demande qui nous semble importante, l'autre approche, on a encore simplifié la checklist en 4 grands axes pour vous dire qu'on a vraiment réfléchi à vraiment consolider nos approches, nos lignes directrices. Ben, on a retrouvé quoi quand on synthétise l'approche d'éco-conception? La question des matières, Marina va vous en parler, évidemment. On ne peut pas faire l'impasse sur la qualité écologique des matières. On a souhaité dans le guide avoir un chapitre dédié à tout ça. Donc label et référentiel, entre autres, mais effectivement une approche intelligente de la matière, un choix éclairé de matière. Deuxième partie, traçabilité process, et c'est connecté évidemment à la qualité sociale et sociétale. On ne peut pas faire l'impasse aujourd'hui d'une démarche RSE avec des audits, donc ça semble vraiment un point important, et c'est évidemment corrélé à la traçabilité de toutes les matières premières. Troisième partie, quand on est une marque, on ne peut évidemment pas non plus faire l'impasse du consommateur, donc c'est lié à la qualité intrinsèque du produit. Alors, qualité intrinsèque, qualité perçue, il y a des débats, mais en tout cas, on est bien sur cette approche. Qualité, donc durabilité, consigne d'entretien, seconde vie des produits possibles. Donc l'idée c'est d'accompagner le consommateur dans le cycle de vie de son produit. Voilà, on n'est plus uniquement, je dirais, en sortie boutique à se dire ça y est, c'est fait, c'est vendu, c'est bon. Non, il y a vraiment effectivement la suite de l'usage qui doit être aussi de la responsabilité de la marque. Et la question de l'innovation, alors c'est une qualité servicielle et de filière, on parle de nouvelle vie des matières, de circularité, il y a également beaucoup de travaux méthodologiques sur des indicateurs de circularité aujourd'hui qui sont traités. Donc comment cette fameuse matière, après la seconde vie du produit, n'est pas perdue, comment elle peut rentrer à nouveau dans le circuit et générer à nouveau de la valeur. C'est à nouveau la conservation de la valeur, ou la création et la conservation de la valeur, je dirais en résumé. Donc voilà, ça peut être aussi mesuré par un indice de qualité écologique globale ou un set d'indicateurs de conception de flux et ou d'impact sur le cycle de vie. Voilà. Évidemment, le CO2 est un élément indépassable aujourd'hui dans l'évaluation environnementale. Donc, il faut effectivement y travailler. Il faut l'étayer avec évidemment des questions de biodiversité, entre autres. Voilà, comme ça a été fait d'ailleurs dans le domaine de l'agriculture. Voilà, on est dans cette approche
globale sur les indicateurs. Et dernier point, donc voilà, donc rapport de suivi annuel pour l'entreprise. Et dernier point, ça serait une approche éventuellement par collection, donc positionner sa collection avec un niveau d'éco-efficacité et un niveau soit de reconception, soit d'innovation. Donc, est-ce qu'on a travaillé sur la qualité intrinsèque du produit en termes de style, de durabilité? Est-ce qu'on a travaillé sur la qualité globale, sur le cycle de vie? Est-ce qu'on a pensé à des process plus propres, une logistique améliorée au magasin? Est-ce qu'on a repensé la fonctionnalité? Est-ce qu'on a des produits réversibles multi-saison? Et est-ce qu'on a travaillé, alors ça c'est plus global, ça implique de travailler avec beaucoup d'acteurs différents, même des concurrents. On a des exemples de verbatim dans le guide où on a des concurrents qui travaillent ensemble sur ces questions-là aujourd'hui. Seconde vie, circularité, co-conception, ça peut être aussi avec les consommateurs. On a aussi des marques qui ne produisent que quand la collection a été conçue, co-conçue et vendue par ses consommateurs et achetée plutôt par ses consommateurs. Et la production à la demande. Il y a aussi énormément de domaines d'innovation dans ce cadre-là. Donc on voit bien qu'on reboucle finalement quelque part avec les modèles d'affaires de Marielle et qu'on est en train de se demander comment travailler plus globalement sur la matière, hein, parce que c'est un peu l'élément d'entrée de l'éco-conception. Et là, je vais laisser la parole tout simplement à Marina Coupland pour nous expliquer effectivement comment faire un choix éclairé de matière. Merci Philippe. Alors, comme Philippe le partageait à l'instant, effectivement, la matière, c'est souvent la première clé d'entrée quand on est sur une démarche d'éco-conception. Donc, on va venir partager, donc je vais partager le sommaire de ce chapitre dédié à la matière, où vous allez retrouver de nombreux éléments pour vous guider. On va avoir un premier point qui va être des questions assez génériques sur le sourcing et son positionnement sur ces sujets-là. Les questions de transparence et de traçabilité qui sont particulièrement clés lorsqu'on aborde l'éco-conception. Toute la durée de vie du produit qui est à prendre en compte, que ce soit la durabilité, mais aussi la fin de vie. Donc, on va prendre en compte potentiellement les microfibres qui peuvent être relargués lors des lavages, les questions de biodégradabilité et dans quelles conditions on peut communiquer cette biodégradabilité. Bien évidemment, le sujet du recyclage qui est clé et qui est un des enjeux majeurs de la filière. Donc, vous accompagner sur ces questionnements de recyclage, dans quelles conditions on peut recycler ou non une matière. Vous allez avoir ensuite 13 fiches qui sont des fiches quelque part un petit peu mémo sur chaque typologie de fibre pour avoir en tête les clés de questionnement essentiels à aborder lors de votre choix matière. Donc ici, on va passer le panel des matières les plus employées aujourd'hui dans la filière, qu'elles soient naturelles, végétales, animales, les matières artificielles de première génération ou celles qu'on voit arriver aujourd'hui qui sont issues du recyclage, les matières synthétiques mais dans leurs caractéristiques recyclées ou biosourcées. Ensuite, on abordera donc dans ce troisième chapitre les questions de teinture et ennoblissement qui, comme vous l'avez vu avec Philippe, font partie des hotspots très importants de la filière, tous ces procédés aqueux et chimiques qui sont très impactants. Ensuite, vous retrouverez des tableaux de certification et initiatives pour vous guider dans les choix et, comme dans les deux précédents chapitres, une checklist pour venir passer en revue où vous vous situez dans votre parcours d'achat responsable. Donc, quand on aborde le sujet du sourcing matière, si on peut passer à la slide suivante, vraiment la matière, c'est ce qui va venir donc être la clé d'entrée souvent de l'éco-conception dans la démarche d'une marque, mais en fait la matière, elle va à la fois symboliser bien évidemment le style de la marque, puisque c'est au travers du comportement matière que le look va se définir, mais elle va aussi venir refléter les valeurs de la marque, tous les engagements, puisqu'en fait aujourd'hui on a des équipes qui travaillent sur les collections vraiment main dans la main, où on a quand même le plaisir de voir des silos se casser et voir des stylistes, des acheteurs, des responsables RSE construire ensemble une stratégie de sourcing pour qu'à la fois en termes de look de matière, mais aussi de caractéristiques intrinsèques environnementales du produit, on puisse être aligné. Et donc voilà, ce sont ces exigences qu'il faut venir construire ensemble en équipe, et aussi parce qu'aujourd'hui, le panel des matières que l'on a
à disponibilité est vraiment très vaste. C'est vrai que quand on repense à ce qui était disponible il y a 5, 6, 7 ans, clairement l'offre s'est vraiment diversifiée, aussi parce qu'on a eu des grosses évolutions technologiques, des fournisseurs qui ont pris la problématique à bras-le-corps et qui aujourd'hui ont une offre qui est à la fois responsable en termes environnementaux, mais qui aussi répond à tous les critères de style qui sont particulièrement importants dans notre filière, puisque la mode restera un produit d'envie, d'appel, davantage qu'un produit de besoin ou qui est quand même plus rare sur nos secteurs. Donc, si on passe sur la slide suivante, on verra qu'on a particulièrement 3 clés d'entrée qui sont importantes quand on va vraiment adresser les questions d'approvisionnement. Donc, dans un premier temps, on va vraiment regarder la typologie des ressources. C'est souvent le premier regard que portent les acheteurs sur les matières. Donc, est-ce que les ressources sont d'origine conventionnelle? Est-ce qu'elles sont biologiques? Est-ce que ces ressources sont recyclées? Ou pour certains synthétiques, on peut avoir des polymères biosourcés qui sont intéressants à observer aujourd'hui. Ensuite, et quelque part, c'est vraiment aussi le nerf de la guerre, ce sont tous les process qui vont être déployés. Sur notre filière, tous les processus de transformation sont particulièrement impactants et on a également une chaîne de valeur qui est très longue, et donc la question de la traçabilité est essentielle, pouvoir remonter les différents niveaux de la chaîne de valeur, et pour ceci, vos fournisseurs peuvent vous accompagner pour collecter ces informations. On a aussi certaines certifications qui peuvent renseigner ces caractères de traçabilité. Et bien évidemment, comme Philippe le partageait il y a quelques minutes, les indicateurs de flux que sont la gestion de l'eau, de la chimie, de l'énergie, des déchets, qui sont particulièrement clés, puisque c'est à ce niveau-là, c'est la gestion de ces flux-là qui vont générer des impacts par la suite. Et ensuite, le troisième volet est bien évidemment la démarche sociale, puisque un achat de matière responsable se fait sur des caractéristiques environnementales. Maintenant, la démarche sociale, le regard sur les conventions internationales du travail, sur les qualités de santé, de sécurité, sont particulièrement essentielles aussi, puisqu'il n'est bien évidemment pas question de faire face à des problématiques comme on a pu malheureusement fréquemment le rencontrer sur l'année écoulée avec le travail forcé des Ouïghours. Donc voilà, toujours penser à corréler l'aspect environnemental et l'aspect social sur les approvisionnements matières. Ensuite, on va voir les questions de transparence et de traçabilité. C'est vrai que ces questions, elles sont particulièrement clés aujourd'hui. Comme Marielle l'évoquait, on a des consommateurs qui sont à la fois très en demande d'informations, mais qui aussi sont très en défiance. Certaines opérations de certaines marques qui ont été du greenwashing ont quelque part affaibli toute la filière, parce que le consommateur n'est pas dupe que certaines opérations sont juste cosmétiques et sont là pour masquer une réalité qui est tout autre. Et donc aujourd'hui, on est face à un consommateur qui demande énormément d'informations, mais pour pouvoir communiquer en toute transparence, il est nécessaire d'avoir la traçabilité de ces opérations. Cette traçabilité, elle se fait bien évidemment beaucoup sur la partie matière, puisqu'on a une chaîne de valeur qui est longue et éclatée, puisqu'on va partir de la fibre à la filature, le tissage ou le tricotage, ensuite les étapes d'ennoblissement, et tout ceci peut passer différents pays, différentes réglementations. Donc voilà, les questions de traçabilité, elles sont vraiment clés. Donc là-dessus, bien évidemment, vous pouvez vous appuyer sur des audits qui vont venir vous renseigner. Maintenant, la réalité du terrain, ça reste quand même un élément majeur, et on n'encouragera jamais assez les entreprises à aller vraiment vérifier sur place, attester de la réalité, parce que parfois, entre deux résultats d'audit qui sont assez similaires, eh bien, je pense que certains d'entre vous pourraient témoigner que quand on se rend sur place, on se rend compte aussi du delta qu'il peut y avoir. Donc voilà, vraiment, même si ça constitue un investissement, aller visiter ses fournisseurs, échanger avec eux, constater de la réalité, c'est vraiment une étape clé. Au-delà de ça, aujourd'hui, on a des batteries d'outils qui se déploient pour venir appuyer cette collecte d'informations, cette centralisation, notamment les outils de blockchain qui se développent de plus en plus, avec différents outils à votre disposition, et dans un aspect un petit peu plus niche, mais qui sont les solutions de demain et qu'on commence à rencontrer aujourd'hui
sur le marché, on a aussi des marqueurs ADN qu'on peut apposer sur les fibres qui vont permettre ensuite de suivre la traçabilité totale du produit. Donc voilà, vraiment des points clés sur la traçabilité. Une fois qu'on va au-delà de ces questions-là, en fait, on ne répétera jamais assez que lorsqu'on conçoit un produit éco-conscient, on doit toujours avoir en tête à la fois sa durée de vie, mais aussi sa fin de vie. Quelque part, quand on conçoit, quand on est au démarrage, il faut tout de suite prendre en compte la fin de vie du produit. Et ici, on a de nombreux questionnements sur la matière qui vont venir se présenter. Donc, bien évidemment, dans un premier temps, les notions de durabilité, la capacité du produit à venir défier le temps. Donc, certains d'entre vous utilisent, j'imagine, déjà certains tests de résistance à la traction, à l'abrasion, au blochage, au vieillissement accéléré. Et aujourd'hui, on a en France le Bureau de normalisation des industries du textile et de l'habillement qui justement consolide des cahiers des charges, des méthodologies pour qu'on ait des référentiels communs pour venir vraiment tester la durabilité des produits et avoir ces informations qui sont clés puisque voilà, on est vraiment dans une idée quand on s'inscrit dans une démarche d'éco-conception de vraiment court-circuiter toute l'obsolescence programmée de la mode que l'on a pu connaître ces 20 dernières années avec l'essor de la fast fashion. Au-delà de ces questions de durabilité, on a différentes problématiques qui se présentent sur la durée de vie du produit, qui sont les questions de microfragments. Alors, on entend énormément parler des microplastiques relargués lors des lavages des matières synthétiques. Alors, c'est une problématique qui est très importante parce que les conséquences de toxicité sont avérées. Ces particules, elles sont particulièrement persistantes, donc elles présentent des problématiques importantes. Maintenant, il faut savoir que ce relargage de microparticules, il est dû à une multiplicité de paramètres que sont la typologie de la fibre, le type de filature qui a été employé, l'armure de votre tissu. Donc, quelque part, même d'un polyester à un autre, le relargage de microparticules peut être sur différents volumes. Donc là-dessus également, ça fait partie des gros sujets de recherche, de consolidation de cahiers des charges et de tests. Aujourd'hui, on a notamment le Microfiber Consortium qui a consolidé un cahier des charges pour venir tester le relargage de microparticules. Et puis, il faut avoir également en tête que ces microfragments, on en parle beaucoup sur les synthétiques parce que la problématique est très importante du fait de leur persistance. Maintenant, toute matière, qu'elle soit naturelle ou artificielle également, va relarguer des microfragments. Et donc, on a aussi un œil attentif sur des recherches qui sont en cours pour voir justement comment ces matières qui aussi passent au travers de multiples traitements chimiques réagissent après dans le temps sur ces phénomènes de fragmentation. Et ensuite, vous aurez dans le guide les questions de biodégradabilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on rencontre les fournisseurs, ça fait partie des sujets de recherche et développement. Cependant, une fois de plus, il faut être vigilant et questionner parce que la biodégradabilité n'est pas un acquis, même sur une matière naturelle. C'est vrai que certaines matières naturelles peuvent avoir au niveau de la fibre un caractère intrinsèque biodégradable. Maintenant, du fait de la multiplicité des opérations que traverse la matière, le caractère biodégradable, il n'est pas évident sur la fin de vie du produit. Et donc, on a pour ceci des tests, des certifications qui vont venir témoigner de la biodégradabilité sans incidence d'un produit, donc dans différents environnements, puisqu'on teste la biodégradabilité, que ce soit dans le sol, dans l'eau de mer ou dans l'eau douce, et également parfois de certains paramètres qui sont nécessaires pour cette biodégradabilité. Moi, je vous invite à engager la conversation avec vos fournisseurs parce que souvent, les matières biodégradables ne le sont que dans certains paramètres de température, d'humidité, etc. Donc voilà, un sujet qui est nécessaire je vous appelle parce que j'ai rendez-vous à 11h15 pour un CELU. Là, je suis en... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez couper votre micro pour la personne qui parle? Merci beaucoup. Merci. Donc voilà, la biodégradabilité qui peut être un vrai atout dans un produit d'éco-conception, mais qui est à questionner et à analyser vraiment avec finesse. Ensuite, on va bien sûr parler de toutes les questions qui ont attrait au recyclage. Les produits recyclés sont clairement l'offre que l'on retrouve
le plus fréquemment aujourd'hui. Donc, on est venu porter un éclairage sur toutes ces questions de recyclage, donc que ce soit au niveau des gisements matières, donc des ressources qu'on distingue entre des ressources de pré-consommation ou de post-consommation. Ensuite, qu'est-ce qu'on entend par recyclage? Est-ce qu'on parle de recyclage en boucle ouverte, en boucle fermée? C'est vrai que le recyclage qu'on dit en boucle fermée, vraiment le recyclage de textile à textile aujourd'hui reste minoritaire parce que de multiples paramètres sont à prendre en compte et que les filières se constituent afin voilà, de pouvoir consolider cette offre de recyclage de textile à textile. Et justement, il y a certains paramètres qu'il est important de regarder dans le détail. Donc, on le verra sur la slide suivante. En fait, on vous partage certaines notions qui sont à prendre en compte en fait, dans votre choix matière. En fait, quand on veut optimiser la recyclabilité d'un produit, eh bien, dès son choix, il faut faire attention à sa composition. C'est vrai que les mix matières sont particulièrement des sujets d'attention. Ensuite, le type de contexture peut avoir une incidence, hein, vraiment la construction du tissu. Les ennoblissements qui sont appliqués ont également, pour certains, peuvent présenter des caractères de perturbation au recyclage. Et bien évidemment, les décors ajoutés peuvent être des perturbateurs externes. Donc voilà, une fois de plus, l'importance de connaître en amont les possibilités de recyclage d'une matière, puisque même si, une fois de plus, certaines fibres peuvent être, quand elles sont uniques, recyclables, maintenant, quand elles sont mélangées avec d'autres, peuvent ensuite ne plus l'être. Donc, après ce point sur la recyclabilité, on va rentrer dans le chapitre, enfin voilà, dans les fiches matières, où on va vous présenter ici aussi, au travers d'une roue avec 8 chapitres, des clés de questionnement pour vous accompagner dans votre choix matière. Il était important pour nous voilà, de partager avec vous ces sujets de questionnement qui sont pour une majeure partie donc, des indicateurs de flux à observer. On va venir vraiment questionner les questions, on va venir questionner les ressources notamment, quel est l'impact des matières premières, quelle est l'occupation des sols de certaines fibres. Ensuite, l'empreinte aquatique, quelle peut être la consommation et la pollution des eaux qui peut être générée. Les questions d'énergie, est-ce que certains process sont plus énergivores que d'autres? Faire attention toujours au mix énergétique sur ces questions-là. Bien évidemment, la question des substances chimiques qui ont une incidence majeure. Donc voilà, quelles substances il est nécessaire de paramétrer de manière très particulière quand on est sur la question des matières. Et bien évidemment, sont liées les questions de toxicité humaine. Ensuite, on va vous amener des réponses, des clés, des suggestions de sourcing responsable à privilégier, avec les certifications qui peuvent les accompagner pour justement appuyer votre recherche et y avoir certaines garanties. Et bien évidemment, pour finir, les questions de fin de vie du produit. Donc, vous allez avoir 13 fiches comme ça qui vont se décliner sur la matière et on vous partage ici lors de ce webinaire un exemple avec la fiche du lin où on vient vraiment alors donner à la fois les informations sur cette fiche matière qui est sur des données de production, hein, pour avoir aussi, est-ce qu'on peut, je ne sais pas si c'est bloqué sur le slide ou si on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Donc, on va à la fois donner des informations sur les données de marché. C'est important aussi de prendre en compte hein, la disponibilité de la matière aujourd'hui quant à sa production, les propriétés, vraiment toutes les caractéristiques intrinsèques à la matière, donc vraiment quelque part ses propriétés mécaniques. Et ensuite, on va aller voilà, dans le détail pour de chaque typologie. Donc sur les ressources du lin, voilà, on sait que c'est une culture qui est naturellement vertueuse puisqu'on a un emploi d'engrais qui est minime, pas de pesticides. Pareil, sur l'irrigation, c'est minime puisqu'on est sur une culture pluviale à 99%, une filière européenne qui est sans OGM, des cultures rapides et également des pratiques de rotation des sols. Ensuite, donc voilà, sur les eaux, une empreinte aquatique qui est faible puisqu'on est sur de l'agriculture pluviale. Juste sur les process de rouissage, voilà,
selon les pays avec lesquels vous collaborez. Juste un point d'attention, puisque les pratiques européennes et les pratiques asiatiques, notamment sur ce point-là, peuvent diverger et avoir justement des incidences différentes sur l'emploi et la pollution de l'eau. Derrière, c'est vrai qu'on est sur une fibre qui a une faible consommation d'énergie sur les process de transformation. Sur les substances chimiques, quand on est sur le lin, c'est vrai que sur toute la partie fibre, on est assez tranquille puisqu'il y a assez peu d'incidence à ce niveau-là. Cependant, sur la teinture et sur l'ennoblissement, il faudra toujours avoir un regard particulier. Donc, les questions de toxicité humaine, pour le coup, ne se présentent pas sur le lin. Sur le sourcing responsable, voilà, donc dans cet exemple-là, c'est privilégier la filière Europe avec toute la filière Europe avec Masters of Linen, ou quand on est uniquement sur une fibre européenne, les certifications européennes Flax. On sait qu'on a du lin biologique maintenant. Aujourd'hui, ça reste une production qui est minime, et du fait de ses caractéristiques naturellement vertueuses sur le lin, avoir une qualité biologique ne présente pas forcément un atout majeur si toutefois on compare par exemple avec un coton, où là, avoir une qualité biologique est un vrai atout. Donc voilà, donc des clés de sourcing responsable et les certifications qui sont liées pour identifier. Et puis ensuite, les clés sur la fin de vie, voilà, savoir que la fibre elle-même est biodégradable, mais comme on l'évoquait il y a quelques minutes, quand on veut parler d'une matière biodégradable, là, il va y avoir des tests à effectuer pour s'assurer de cette caractéristique-là. Ensuite, dans ce chapitre 3, vous allez avoir des tableaux de certification. Et donc, quelque part, les certifications que vous avez déjà vues, donc qui figurent déjà là, sur les fiches matières, eh bien, on les reprend. Donc, vous avez plusieurs pages sur les certifications, donc qui ont été regroupées par thématique. Donc ici, vous voyez sur cette page les standards environnementaux, les questions d'innocuité, quels cotons responsables sont les plus employés, voilà, quelles certifications peut-on retrouver sur les biologiques. Donc ici, l'idée, c'était vraiment de vous donner des définitions très succinctes, parce que c'est vrai que on est face à un panel de certifications, d'initiatives dans notre filière qui sont particulièrement importantes. Donc, vous donnez les principales que vous rencontrez lors de vos achats matières, avec quelques clés très résumées. Excusez-moi à nouveau, les micros. Merci. Donc voilà, l'idée d'avoir des tableaux comme ça, très récapitulatifs, vraiment un outil très immédiat pour venir voilà, vous accompagner dans vos choix matières. Et on a également, et ça c'est dans tous les chapitres, fait énormément de liens. Donc par exemple ici, si vous souhaitez en savoir plus sur Fairtrade, tous les liens sont cliquables. Donc vous avez énormément de renvois qui vont vous permettre d'aller plus loin dans votre quête d'informations sur ce que vous pourriez souhaiter découvrir plus en détail. Ensuite, vous découvrirez des questions sur les teintures et ennoblissement qu'on vous laissera découvrir dans le guide. Et comme dans le chapitre 2 et dans le chapitre 3, également des checklists pour venir voilà, questionner votre parcours sur où vous vous situez dans l'approvisionnement responsable. Merci Marina. On va regarder tout de suite les liens vers lesquels vous allez pouvoir télécharger les guides. Donc voilà, c'est toutes les fédérations avec lesquelles on a travaillé, hein, donc Prêt-à-Porter, Promas, Lingerie Française, la Fédération Défi, Alliance du Commerce et Refashion. Défi qui n'était pas une fédération, bien évidemment, vous le savez. On va regarder aussi tout de suite les suites qu'on a identifiées pour 2021. C'est le slide suivant. Voilà, donc ce qu'on vous propose, donc vous avez vu, le matériel est riche, voilà, donc il y a beaucoup d'éléments à intégrer. Donc c'est vraiment la méthode centrale d'éco-conception qui vous permettra de trouver ce chemin à adapter à votre entreprise pour faire de l'éco-conception, parce que c'est ça le seul enjeu aujourd'hui. Donc on vous propose également de vous rencontrer en présentiel, en distanciel lors d'ateliers. Donc là je laisserai Karine et Adeline peut-être préciser les éléments. Il y aura également des conférences lors de salons sur cette thématique-là.
On propose également de tester avec vous et décliner le guide qui reste évidemment adaptable. On peut effectivement upgrader, je dirais, d'étape en étape. Et tout ça, ça sera fait avec vous à partir de septembre 2021. Et je voulais évidemment, moi également, remercier toutes les fédérations qui nous ont accompagnés, toutes les entreprises qui nous ont aidés, le défi évidemment, le comité de pilotage et éditorial, et donc vous avez compris, Marielle et Marina entre autres, mais aussi Valérie qui a travaillé jusqu'à encore très tard hier soir pour le graphisme, et Michel qui a fait, et on ne les a pas présentés, on n'a pas pu tout présenter, qui a en fait interviewé plusieurs entreprises du comité de pilotage et en dehors pour des verbatims qui vont également ponctuer le guide. Voilà, je rends l'antenne à Adeline et Karine. Il y a sans doute des questions. Alors, beaucoup de questions, en fait, on se rend compte, pas tant sur les 2 premiers chapitres que le chapitre sur les matières, c'était un peu attendu. Donc, on a pas mal de remarques, mais on a une question qui nous est posée. Donc, dans la roue des matières, vous n'indiquez pas le bilan carbone. Alors, en fait, le bilan carbone, il va dépendre de beaucoup de paramètres que sont les pays d'approvisionnement, le type d'outillage aussi de vos partenaires. Et en fait, c'est difficile d'avoir un bilan carbone générique puisqu'en fait, sur ces points-là, ça va venir, on va l'analyser sur différents paramètres. Et c'est justement selon le mix énergétique de votre partenaire, selon les process qui sont employés, que là va pouvoir différer le bilan carbone. C'est vrai que si vous utilisez certains outils type Ig-Index, qui est justement souvent assez détaillé, eh bien, justement, on peut modéliser différents paramétrages et selon les paramétrages, selon les caractéristiques d'une même fibre, d'une même matière, on peut avoir différents résultats. C'est pour ça qu'on préférait donner des clés de questionnement pour justement qu'est-ce qui peut être la source d'une empreinte davantage que des données génériques qui peuvent souvent fausser l'analyse puisque voilà, elles peuvent être trop génériques. Oui, ça peut conduire à des erreurs de jugement et on le voit souvent quand on a des listes de matières premières classées par impact environnemental. On peut aussi faire vraiment des erreurs de jugement parce que ce n'est pas ramené à la fonction du produit en fait. Donc attention à la simplification quand on a un chiffre. C'est aussi une démarche simplifiée mais qui peut être dangereuse. Alors, pour poursuivre, on a quelques remarques effectivement qui concernent le lin, vous nous avez présenté la fiche sur le lin et notamment la problématique de la filature et du tissage qui sont souvent délocalisés. La question qui nous est posée aussi, c'est qu'en est-il des innovations durables? Et une question effectivement qui est assez cruciale, mais je ne suis pas sûre qu'on ait tous la réponse, c'est un tissu recyclé reste toujours polluant au lavage. Donc, est-ce vraiment la solution à terme? Alors, il y a plusieurs questions dans une même question. Alors, quand on parle du lin, c'est vrai que la filature est délocalisée. Maintenant, aujourd'hui, il y a différentes initiatives qui sont engagées dans la filière. Et quand on parle d'initiatives, c'est quand même très abouti puisqu'on a différentes filatures qui réouvrent. Alors, d'ici la fin de l'année, le maître de Mester réouvre une filature. Là, je les ai vus hier à horizon décembre, janvier. Donc, vraiment, dans quelques mois, on a cette filature qui ouvre. On a entendu beaucoup parler de la filature de Safil qui réouvre une unité en France. Emmanuel Lang également qui a déjà relancé sa filature France. Donc voilà, ça fait partie des travaux en cours. Donc oui, aujourd'hui, on sait que le Made in France a le vent en poupe et que si on s'engage sur ces questions de promouvoir le savoir-faire français, on souhaite, et encore plus avec une fibre lin qui est le premier producteur en France, d'avoir l'ensemble des opérations de la chaîne de valeur sur notre territoire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la majorité de la filature n'est plus sur notre territoire. Maintenant, ça tend à revenir. Ensuite, sur les innovations matières, ici, on a partagé, je crois, 8 ou 9 slides. Le chapitre matière fait près d'une vingtaine de pages. On parle des innovations matières, notamment sur les nouvelles matières artificielles recyclées, sur les nouvelles matières alternatives qu'on peut employer, notamment en maroquinerie, en chaussures, sur certaines innovations quant à la teinture, en ennoblissement. Ce format de webinaire aujourd'hui ne nous permettait pas de partager avec
vu les 74 pages du guide, mais voilà, je vous invite à le télécharger et vous allez avoir plus d'informations sur cette question-là. Et si mes souvenirs sont bons, le dernier point, Adeline, était quant au recyclage des matières qui peuvent toujours être polluantes. Oui, ça c'est une... Les matières recyclées peuvent être polluantes. Alors, une fois de plus, ça dépend du nombre de paramètres et c'est pour ça que même si ce guide vous donne des éléments, engagez la conversation avec vos fournisseurs parce qu'une fois de plus, même sur certaines matières recyclées, selon les technologies employées par certains fournisseurs, selon le type de filature employée, selon le type d'armure employée derrière, les matières vont avoir une incidence qui va être plus ou moins importante. Donc oui, les matières recyclées peuvent plus mal vieillir, ça dépend de certaines. On peut avoir cette idée-là sur certaines matières recyclées quand on est sur des emplois de recyclage mécanique où souvent on a une dégradation de la fibre parce qu'on obtient des fibres courtes et que donc il va falloir compenser avec souvent, quand on prend l'exemple du coton, un coton recyclé a des fibres plus courtes, donc on va souvent compenser ces fibres-là avec de la matière vierge, donc idéalement du coton biologique en fibres longues pour venir trouver un bon équilibre et avoir une plus belle durée de vie dans le temps. Voilà, voilà la question du recyclage. Alors, et là, on a partagé une ou deux pages, elle est développée de manière plus large dans le guide. Et une fois de plus, d'une technologie à une autre, ça peut varier et il faut questionner vos fournisseurs et engager la conversation. Merci Marina. Alors, autre question, proposez-vous des fiches pays pour aider au choix des lieux de production? Alors, il est fait référence donc effectivement au choix en fonction de l'émission de CO2, les salaires minimums versus salaire vital, les normes environnementales. Excuse-moi Marina, oui, pour l'instant en fait on a vraiment focalisé sur la matière et comme l'a dit Marina, on n'a pas souhaité rentrer dans le débat effectivement avec les zones de production et les kilowattheures, oui entre autres, et les émissions de CO2. Du coup, le guide il est vraiment, c'est une première pierre, hein, donc on peut de toute façon après détailler éventuellement suivant les attentes des uns des autres ces éléments-là, mais pour l'instant c'était pas le cadre, c'était pas l'objet. Si je peux rebondir là-dessus, il y a quand même, on vous conseille sur ces sujets-là, notamment sur les fiches pays, les choix des lieux de production. Comme ça vous avez été présenté en tout début, on a déjà édité un guide avec la Fédération du prêt-à-porter féminin, masculin et l'ensemble des différents partenaires des fédérations, un guide sur les approvisionnements responsables qui notamment fait un point déjà aussi sur toute cette checklist sur les lieux de production, sur justement comment mieux s'engager pour des achats et des approvisionnements responsables. Donc, on vous conseille d'aller, ils sont disponibles sur les différents sites, que ce soit le site de la Fédération du prêt-à-porter féminin, de la Fédération de la maille et les différents partenaires, où vous allez avoir déjà aussi pas mal déjà de renseignements par rapport à ça, notamment aussi sur les matières, sachant que là, le guide qu'on a conçu est beaucoup plus axé sur l'éco-conception, il va plus loin sur le choix des matières, mais allez voir pour les achats responsables sur toute cette notion de lieu de production. Tu veux que je fasse les autres questions C'est plus des remarques finalement, oui. Et sur c'est des remarques et notamment sur effectivement le coût. Est-ce que le coût, enfin c'est pas une question, c'est effectivement le problème de l'accessibilité prix de produits éco-conçus. Bon, voilà, c'est des remarques qui sont passées dans le chat. Philippe, peut-être, oui. Oui, on a un petit élément parce qu'il y avait eu 2 études sur l'impact économique d'une démarche d'éco-conception au sein des entreprises. Donc, Marielle l'a cité dans son introduction, donc il y a un petit point. On peut dire aujourd'hui, comme les conclusions de l'étude qui ont été menées il y a 3-4 ans, que c'est neutre à positif. Voilà, c'est pas un sujet de coût aujourd'hui. Au pire, si je puis dire, ça ne vous ramène pas de chiffre d'affaires. Au mieux, ça en crée. Voilà. Donc aujourd'hui, le coût d'une démarche d'éco-conception, il faut vraiment le relativiser. Vous avez aussi l'ADEME qui a quand même mis sur la table 40 millions d'euros pour aider les entreprises. Donc il y a énormément d'aides, notamment avec l'appel à projet mode durable. Et l'éco-conception, en tant que diagnostic, est éligible à une démarche donc, financée par l'ADEME. Donc aujourd'hui, même une démarche d'éco-conception, dans son initialisation, ne coûte pas grand-chose, voire rien, parce qu'en plus, les coûts des entreprises en interne peuvent être pris en charge dans l'assiette de l'ADEME.
Alors, j'ai une question, alors plus d'ordre pratique, effectivement, et sur la suite, hein, sur les ateliers qui vont suivre et qui ont été annoncés. Donc, effectivement, il est prévu 3 ateliers qui vont s'adresser à 6 entreprises pour aller plus loin sur l'appropriation de la méthodologie. Donc, ce sera toujours un travail avec l'équipe EcoFLab. Et pour répondre à la question, ces ateliers vont s'adresser à toutes les entreprises qui sont éligibles au défi. Et donc, ce sera gratuit, sous réserve d'être à jour de sa cotisation, enfin de sa contribution au défi. Oui, l'objectif là derrière, c'est vraiment d'avoir, comme on l'avait fait d'ailleurs sur la notion du guide approvisionnement responsable, c'est de vous aider à décrypter ce guide, à mettre en place avec vous des checklists, en fait d'aller vers un mini coaching qu'on va faire avec les entreprises qui vont s'inscrire dans ces ateliers pour vous aider à vraiment commencer et initier ou aller plus loin dans votre démarche d'éco-conception, puisque je pense que pour beaucoup, vous avez déjà engagé pas mal de choses. Sur la question des téléchargements, on va vous remettre les adresses, mais en fait, comme on vous l'a dit au début, le guide sera téléchargeable et il est déjà téléchargeable dès à présent sur les sites des différents partenaires, donc la Fédération de la Maille, la Fédération du prêt-à-porter féminin, Promas, Le Défi, Refashion et l'Alliance du commerce. Peut-être que Marielle, tu peux remontrer le slide précédent, voire celui encore d'avant, je crois. Voilà, parce qu'il y aura les noms des fédérations. Voilà, je pense que la liste est complète. Voilà. Oui, l'adresse du défi est fausse, hein. C'est défimode.org. Ah, bon. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui ne... Ah ouais, il faut quelque chose qui bug, forcément. En tous les cas, bravo pour votre présentation et le travail réalisé. Merci beaucoup, Clarisse. Donc, je remets dans le chat, hein, défimode.org. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, je vois que l'heure est déjà bien passée. Donc, on vous remercie vraiment pour votre écoute et attention. On remercie à nouveau tous nos partenaires. Et on est avec vous à partir de septembre pour la suite. Voilà, parce que c'est une première étape. Et effectivement, il y a la méthode à tester chez vous, la checklist peut-être à améliorer, mais déjà à tester. La méthode, effectivement, à mettre en route. Et vous l'avez compris, il y a aussi ce fameux bilan annuel par marque, par entreprise, qui peut être intéressant pour tout le monde. Ça permet vraiment de clarifier les points et on est convaincu qu'un sourcing responsable comme le premier guide, plus l'éco-conception comme celui-ci, vous êtes déjà vacciné pour le futur. Voilà, je fais un trait d'humour d'actualité. Voilà. Donc, on est en tout cas à votre disposition pour Philippe, alors, il y a une dernière question et c'est vrai qu'elle revient. Quid de votre action sur le projet d'affichage environnemental? Oh, la question subsidiaire. Alors, aujourd'hui, l'affichage environnemental, il est contre-intuitif puisqu'il n'est pas vraiment environnemental, puisqu'il n'y a que 2 critères qui sont retenus dans le projet français. Et nous n'avons pas la fonctionnalité des produits et la qualité. Donc, ce n'est pas un affichage lié à l'éco-conception. Voilà. Donc, nous, ce qu'on préconise, c'est plutôt de retravailler les indicateurs collégialement et d'aboutir à des indicateurs plus simples. Puisque dans certains projets que j'ai vus, on a quand même des indicateurs avec 19 inconnus. Donc, c'est quand même un calcul un petit peu compliqué. Donc, moi, je propose vraiment, nous, c'est notre préconisation, de retravailler des éléments plus simples liés à la qualité intrinsèque des produits, liés aux indicateurs de conception, de flux et pas uniquement d'impact, et peut-être de faire un affichage, si tel est l'objectif, adapté aux entreprises et à la problématique qu'on souhaite traiter. En tout cas, aujourd'hui, le projet tel qu'il est conçu n'est pas connectable à l'éco-conception. Karine, je te laisse intervenir parce que
Je voulais juste rajouter quelque chose. Je suis l'auteur de la question. Ah. En fait, je m'inquiète. Donc, Isabelle Richard chez Gémeaux. Je m'inquiète parce qu'en fait, on entend des bruits comme quoi la France ne voudrait pas reculer et voudrait effectivement le mettre en place en janvier 2022. Au niveau européen, le projet est pour 2023. Donc, c'est quasiment demain également. Donc, c'est juste que je m'inquiète beaucoup effectivement du pouvoir que l'on va avoir les uns et les autres dans ce projet. Effectivement, je vous rejoins par rapport à ces inconnus, mais je sens pas qu'il y ait, enfin, je sais pas qui lead vraiment le sujet. On a été sollicité par l'ADEME pour faire des reporting studies sur des produits, parce que pour l'instant, nous avons commencé l'affichage environnemental sur des types de produits qui représentent des masses chez nous. Et en fait, on s'est aperçu d'aberrations dans les premières études d'impact qui ont été faites par l'ADEME. Donc, on essaie de leur remonter petit à petit. Mais voilà, donc je me dis, l'union fait la force. Oui, donc, et pour conclure, je vais reprendre un mot-clé de Marielle dans sa première partie, c'est la gouvernance en fait. On ne peut pas mettre en place un système sans mettre en place une gouvernance. Donc, il faut qu'il y ait une gouvernance, un comité de pilotage de l'affichage. Vous êtes présent avec les fédérations. Il faut qu'il y ait un groupe de travail sur les indicateurs. Et donc là, effectivement, nous, on propose des indicateurs d'éco-conception pour l'affichage et pas des indicateurs uniquement d'impact, d'analyse de cycle de vie. Il faut qu'il y ait un conseil scientifique qui valide effectivement l'approche et un comité transversal. Et quand je vous dis ces éléments-là, je ne les ai pas inventés, c'est simplement ce que fait l'ADEME dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc je pense qu'aujourd'hui, le textile est assez mûr pour être tout aussi responsable que le secteur de l'agroalimentaire et travailler de la même façon avec l'ADEME, avec des principes de gouvernance élargie. Et également, il faut bien se rendre compte que quand on travaille sur des indicateurs d'impact, d'analyse de cycle de vie, vous avez des indicateurs qui ne sont fiables qu'à hauteur parfois de 14%. Donc il faut aussi faire attention, parce que si à nouveau l'objectif c'est de faire du bien à la planète, c'est pas sûr qu'on y arrive avec des indicateurs qui ne sont pas assez fiables aujourd'hui. Donc voilà, moi c'est ma recommandation, c'est la gouvernance. Voilà. Peut-être pour dire 2-3 mots, puis c'est quand même pas le sujet là, parce que je pense qu'on pourrait y passer pas mal de temps. Et il y a pas mal de choses, il y a déjà eu pas mal de webinaires sur les sujets, et je pense que toutes vos fédérations vous tiennent au courant. C'est un sujet sur l'affichage environnemental où en fait toutes les fédérations amont, aval, le défi sont mobilisées et travaillent en lien direct avec le ministère de la Transition écologique, l'ADEME, et le ministère de l'économie pour faire remonter toutes ces problématiques, toutes ces craintes, toutes les difficultés qu'ont et que vont avoir les industriels, les marques, les distributeurs pour mettre en place cet affichage environnemental, et les conflits aussi d'agenda entre la loi AGEC, la loi climat. Mais sachez qu'on a eu de nombreux rendez-vous déjà avec les ministères, avec l'ADEME, pour justement leur faire remonter toutes ces problématiques. Je vois dans le chat qu'il y a des remarques sur la base impact qui n'est pas complète. Tout ça, ça a été remonté sur la problématique du choix des indicateurs qui seront dans l'expérimentation. Sachez que de toute façon, là, on attend la publication de la loi climat qui devrait intervenir incessamment sous peu, et que suite à ça, de toute façon, la loi climat remet sur la table cet affichage environnemental avec d'autres indicateurs qui sont différents de l'expérimentation qui avait eu lieu qui avait eu lieu précédemment, qui était uniquement la notion de CO2 et de trophisation. Et donc, derrière, on est en lien avec eux pour demander d'avoir une nouvelle expérimentation plus longue, avec une base de données qui tienne la route, etc. Donc, vraiment, toutes vos fédérations, l'ensemble des parties prenantes sont vraiment mobilisées, et nous avons d'ailleurs une réunion avec le ministère lundi pour faire le point sur cette expérimentation, les suites à donner, le lien avec le PEF et l'Europe. Donc, ce sont vraiment des choses qui sont dans les tuyaux, où on va essayer de peser, et on a fait de grandes remontées avec des retours d'industriels sur tous ces points qui ne vont pas. Donc, on vous tiendra bien sûr informé, et on est tout à fait conscient que les délais, donc vous parlez de 2023, mais pour l'instant, rien n'est du tout affiché en termes de délai sur ce qui va en être sur cette obligation, puisque la loi climat parlerait d'une durée d'expérimentation qui pourrait aller jusqu'à 5 ans.
Alors, je crois qu'il est, il est déjà 11h, presque 10. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Quoi qu'il en soit, on est bien sûr, toutes nos fédérations sont à votre disposition hein, pour répondre à vos questions. J'ai remis, je pense, la plupart des liens pour télécharger le guide. Voilà, et encore une fois, à votre disposition pour répondre à toutes vos questions complémentaires à travers les différentes fédérations impliquées dans ce beau projet. Et Coef, un mot de la fin peut-être, Karine? Moi, je voulais remercier tous les participants très nombreux qui prouvent que ce sujet est vraiment un sujet d'actualité et qui montrent que ce sujet, une grande partie, voire la majorité des entreprises s'en sont emparées, que chacune avance avec des priorités qui sont les siennes selon ses produits, selon ses canaux de distribution. Et comme l'a dit tout à l'heure Marina ou Marielle, je ne sais plus, de toute façon, toutes ces démarches de RSE, d'éco-conception, ce sont des démarches où on avance à petits pas en grandissant. On est dans une spirale, ce sont des démarches qui sont dans une spirale où, de toute façon, il faut traiter les choses avec des priorités et que là-dessus, je pense que la mode française, la filière de la mode française agit et a beaucoup d'avance par rapport à tous ces sujets et qu'on n'a pas à rougir de tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant et toutes les initiatives qui continuent à être prises sur ce sujet. Je tiens à remercier encore une fois le cabinet EcoF Lab qui a fait un super boulot et encore merci aussi au Défi qui s'investit énormément sur ces sujets et qui nous permet qui permet à la mode française de pouvoir aussi avoir des initiatives, des guides, des ateliers, etc. Et ce sont vraiment des sujets qui sont des facteurs de différenciation au même titre que peuvent l'être derrière l'exportation, le digital, mais la RSE maintenant n'est vraiment plus une question juste de mode, mais tout le monde est vraiment engagé dans ce sujet-là. Donc un grand merci, on reste à votre disposition, sachant que de toute façon, il y a encore beaucoup de choses à faire et on est là pour essayer de vous accompagner sur ces sujets. Ok, bah, moi, le mot de la fin, c'est juste un grand merci à tout le monde et puis à très vite pour la suite parce qu'on peut écrire le livre noir de la mode. Je pense que là, on a commencé à écrire le livre vert de la mode. Merci à tous. Merci. Merci. Merci à tous. Beau travail.